On peut y aller? Oui. Toussez dans le micro. Je pense qu'on va commencer. Bonjour à tous. Merci d'être ce matin avec nous pour cet entretien avec l'écrivain Antoine Volodine, qui nous fait le plaisir, l'amitié de venir. Antoine vient presque en voisin, puisqu'il est actuellement en résidence à la Villa Cour Générale de Kyoto depuis le mois de janvier jusqu'à la fin du mois de juin. On aura l'occasion d'en reparler. Ce n'est pas la première fois qu'Antoine rend visite, puisqu'il était déjà là en janvier 2015 pour une série de conférences ici, même à l'université de Waseda et de Gakchouin et à l'Institut français. Ce lien créé avec différentes institutions japonaises, à Tokyo 8 en tout cas, s'est élargi encore, puisque vous avez donné, je crois, une série de lectures et de conférences à Nagoya, à Kyoto, à Kobe, etc. Et la semaine dernière encore, vous étiez à l'université de Gakchouin pour une conférence sur les genres dans la littérature post-exotique. La littérature post-exotique. Donc, à ceux qui entendraient ce mot post-exotique pour la première fois, j'indique que vous avez vous-même donné une série de définitions de ce qui n'est même pas une école ou un mouvement, mais un phénomène littéraire. Une série de définitions que vous avez données dans une conférence en 2006 à la Bibliothèque nationale de France, un texte important, où vous avez dit, entre autres, que le post-exotisme était une littérature étrangère écrite en français. Alors ça me donne l'occasion de parler de l'actualité littéraire du post-exotisme, parce que si le post-exotisme est une littérature étrangère écrite en français, eh bien cette littérature écrite en français est aussi traduite en langue étrangère. Et aujourd'hui même, vous partez pour New York pour recevoir un prix littéraire décerné par la librairie française de New York, la librairie Albertine, donc Albertine Prize, qui est un prix de lecteur décerné à une œuvre traduite et au traducteur. Un prix auquel vous êtes évidemment très sensible. On aura l'occasion d'en reparler, je crois. Pour l'actualité éditoriale, il faudra attendre quelques mois. Vous allez publier au début de l'année 2018 un nouvel opus aux éditions du Seuil qui s'appelle Faire théâtre ou mourir, qui est une série d'entrevoûtes. Et un tout petit peu plus tôt, au mois de septembre ou d'octobre, aux éditions Verdier, vous ferez paraître, mais sous le nom de Lutz Bassmann, un autre livre qui s'appelle Black Village et qui, lui, est une série de narrats. Les entrevoûtes, les narrats appartiennent à ces genres donc, du post-exotisme dont vous avez parlé à Gakchouin la semaine dernière. Alors, je viens de citer deux noms, Antoine Volodine et Lutz Bassmann, et évidemment c'est par là que je voudrais commencer cet entretien avec vous, par la question du nom de l'auteur, du nom d'auteur. Deux noms, donc Volodine, Antoine, c'est bien vous, et Bassmann, Lutz, c'est un autre, publié aux éditions Verdier, et je voudrais donc qu'on essaie de définir un peu ce qu'il y a derrière ce nom, mais aussi derrière le nom d'Elie Kronauer ou le nom de Manuela Dreger, qui sont d'autres auteurs du post-exotisme. Alors, le nom de Lutz Bassmann, ce n'est bien sûr pas un simple pseudonyme, un simple nom de plume derrière lequel se cacherait l'auteur que vous êtes, comme se cachait derrière le nom d'Émile Ajar un certain Romain Gary ou
un peu plus tôt encore dans le siècle, derrière les noms de Pierre Angélique ou de Louis XXX, un certain Georges Bataille. Ce n'est pas un pseudonyme, c'est ce qu'on appelle un hétéronyme. Un hétéronyme, c'est un écrivain imaginaire qui a une réalité textuelle, éditoriale, mais aucune réalité physique. L'hétéronyme désigne un écrivain fictif, une fiction d'écrivain, mais qui est doué d'une certaine autonomie qui s'exerce dans les thématiques et dans le style abordé dans les livres. Bref, dans tout ce qui fait qu'un livre est reconnaissable. Alors, je ne vais pas trop m'étendre, mais l'exemple canonique qu'on invoque quand on parle d'hétéronymie, quand on aborde ce sujet, c'est l'exemple de Fernando Pessoa, je prononce bien, Pessoa, qui, ça c'est bien connu, a scindé sa personnalité littéraire en 5 instances distinctes, 5 hétéronymes principaux, une opération qui aboutit à envisager son œuvre comme une sorte de cartographie du moi. Alors, il va sans dire que chez vous, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe, et vos hétéronymes n'ont rien à voir avec un dédoublement de la personnalité, avec cette dramaturgie du moi qui est à l'œuvre chez Pessoa. Puisque tous ces hétéronymes ne se présentent pas comme une émanation directe de l'auteur que vous êtes. Et d'autre part, les hétéronymes de Pessoa sont des entités bien circonscrites. L'auteur leur donne une biographie circonstanciée, ils ont des thèmes qu'ils développent dans chacun de leurs ouvrages, et avec un style bien particulier. Donc c'est une recherche d'individualisation qui a pour but de caractériser chaque œuvre. Et ce n'est pas le cas chez vous, car dans le monde que vous appelez post-exotique, l'écriture n'est pas vraiment le produit d'un individu bien défini, reconnaissable à une voix propre. Elle tient plutôt d'une logique collective, communautaire. Alors, est-ce que vous pouvez détailler pour nous la nature de cette hétéronymie post-exotique? Est-ce que vous pouvez par exemple nous dire comment sont nés ces hétéronymes, que vous appelez aussi les surnarrateurs, et faire la genèse de cette communauté qu'ils constituent, nous dire par exemple à quel moment de la conception de l'œuvre vous avez eu l'idée de la possibilité de cette communauté? Eh bien, ça marche? Oui, c'est sur Fran. Oh, ça marche. Il faut que tu passes... Oui, alors... en fait, le projet post-exotique, c'est quelque chose qui s'est élaboré peu à peu au fil des livres des premières années d'écriture. Mais l'idée d'une communauté d'écrivains, de nombreux écrivains qui seraient présentés sous forme publique, dont on verrait exister d'une part la communauté de création et d'autre part la personnalité individuelle de chaque écrivain, cette idée, elle a préexisté à la publication. J'ai commencé à publier à 35 ans et avant j'avais énormément écrit et entre autres j'avais écrit une anthologie d'une littérature imaginaire, littérature que j'appelais littérature de la Renaissance, qui n'était pas la Renaissance italienne, mais la Renaissance imaginaire d'une humanité après une très longue disparition de plusieurs millions d'années sur une planète donc, qui aurait vu exister les humains jusqu'à leur extinction, et puis qui aurait connu la renaissance de l'humanité. Et j'imaginais donc dans ce texte inédit qui a précédé tous les autres textes publiés, j'imaginais d'une part une littérature
imaginaire dans laquelle, à travers laquelle, grâce à des commentaires, on pouvait comprendre ce qui s'était passé ou se douter de ce qui s'était passé sur Terre pendant l'extinction de l'humanité et pendant sa renaissance. Et d'autre part, il y avait un aspect particulier qui était que les voix d'auteurs n'intervenaient pas comme en tant qu'individu, mais en tant que fraction, commando, groupement, etc., qui fonctionnaient de façon collective. Les signatures, ce n'était pas Ingrid Schmitz, c'était la commune Ingrid Schmitz. Ça n'était pas Sarah Epstein, c'était la commune Sarah Epstein, ou le commando Sarah Epstein, etc. Il y avait donc déjà, avant la publication du premier livre, l'idée de présenter au public une littérature totalement à part, venant d'ailleurs, ne s'adressant pas spécifiquement à un public existant, mais à un public également imaginaire, et de présenter cette littérature à travers laquelle l'histoire était racontée, de la présenter comme une littérature également pourchassée par le pouvoir, puisque c'était une littérature clandestine et que les voix qui s'exprimaient étaient peu à peu massacrées, éteintes par la police. Il y avait donc un aspect de répression, un aspect de résistance, de clandestinité dans ces textes déjà, et les interrogations qui étaient portées, c'était sur la nature de l'humanité renaissante. Est-ce que génétiquement elle était conforme à ce qu'était l'humain, et la nature de l'humanisme proclamé par le pouvoir, qui semblait être, à travers les textes on le voyait, beaucoup plus un totalitarisme que un humanisme démocratique. Alors ce projet a préexisté à tout ce qui ensuite s'appellera le post-exotisme. Et puis pendant quelques années, j'ai publié des livres dans la collection Présence du futur de Noël, les éditions de Noël, qui publiaient des écrits fantastiques, de science-fiction. Je me trouvais là un peu par hasard et j'ai essayé d'en sortir assez rapidement, mais ça m'a permis de poser mes premières apparitions publiques, donc sous la signature de Volodine. Et ensuite, quand je suis sorti de ce qui était pour moi quelque chose d'assez difficile à gérer, qui était d'être à l'intérieur d'un ghetto, qui était le ghetto de la science-fiction, sans en faire partie véritablement et sans y être reconnu comme un membre approuvé, enfin apprécié, puisqu'on considérait que je prenais une place dans ce ghetto qui n'était pas la mienne, donc j'étais un étranger dans un ghetto. J'ai essayé donc de sortir de cela, et est apparu alors Volodine aux éditions de Minuit, un autre ghetto, mais ghetto de super littérature et de littérature d'avant-garde depuis des dizaines d'années, puisque les éditions de Minuit étaient à ce moment-là très prestigieuses. Elles avaient publié des prix Nobel, Beckett, Claude Simon, elles publiaient Duras, le nouveau roman, Butor, et une nouvelle génération de nouveaux romans, comme pouvait s'en revendiquer Jean Echenoz par exemple. Et au début des années 90, donc, j'ai présenté mon 5e roman pour sortir de ce ghetto de science-fiction et
ce roman, c'est Lisbonne, dernière marche, et à l'intérieur de ce roman, très politique, puisque la voix principale est la voix d'une terroriste, disons, d'une représentante de la fraction armée rouge de la bande Baader-Meinhof, qui était très actif dans les années 70 en Europe. Et cette femme, pour disparaître, pour s'enfuir et disparaître en Asie, va imaginer une littérature, imaginer des textes qui passent à l'intérieur de son conscient, de sa conscience, de son inconscient. Et on retrouve dans cette projection d'une voix de révolte, de révolution, de guerre révolutionnaire, on retrouve, et de clandestinité, de fuite, de peur, de combat, on retrouve des extraits de ce premier livre non édité, qui était une anthologie de la littérature de la Renaissance. On retrouve dans Lisbonne, dernière marche cette idée de la Renaissance, mais effectivement avec des renvois au combat de la révolution armée en Europe, la révolution d'extrême gauche, et d'autre part des allusions non plus au silence qui avait précédé la renaissance de l'humanité, comme c'était dans le premier projet, mais le silence de la génération qui avait vécu le nazisme, puisque la fraction armée rouge est allemande, qui avait vécu le nazisme et qui se taisait en face des enfants, ne parlait plus de ce qui s'était passé pendant les années de la guerre mondiale et de l'extermination des Juifs d'Europe, des Tziganes et des Slaves. Voilà, donc avant le premier livre paru, existait déjà un projet. Ce projet s'est retrouvé dans Lisbonne, dernière marche, s'est affirmé, s'est trouvé affirmé publiquement, textuellement, et au fil des années qui ont suivi, le projet post-exotique s'est étoffé et est devenu quelque chose qui tient plus d'une performance littéraire, une performance artistique, que simplement d'un projet littéraire, puisque aujourd'hui je vais vers la clôture de cet édifice post-exotique qui comportera 49 titres, 49, on en parlera peut-être, mais enfin c'est peu important, c'est un chiffre magique qui revient très souvent dans le post-exotisme. Et évidemment, il s'agit d'un édifice à plusieurs voies. Alors ces plusieurs voies, et pas seulement Volodine, ces plusieurs voies hétéronymiques ont pu exister matériellement à partir du moment où, dans le monde éditorial, Volodine existait un peu et pouvait imposer à des éditeurs, sympathisants, amis, mais enfin qui sont quand même liés à des nécessités commerciales, imposer ce système de plusieurs voix, de plusieurs auteurs qui fabriquent ensemble cette performance, qui mènent ensemble l'achèvement de cette performance littéraire. Chaque voix hétéronymique étant donc publiée chez des éditeurs différents. Elie Kronauer et Manuela Dreger chez les éditions de l'École des loisirs, qui ont
les premières à accepter ce jeu parce que, comme c'était des éditions pour adolescents, en principe de littérature jeunesse, on pourrait discuter infiniment sur ce que représente ce nom, en tout cas pour nous, pour l'objet post-exotique. Mais enfin, c'est les premières à avoir permis l'existence de publics d'auteurs d'auteurs hétéronymiques, qui n'étaient donc pas Volodine, qui étaient Elie Kronauer et Manuela Dreger. Et plusieurs années plus tard, quand cette œuvre-là de Elie Kronauer et Manuela Dreger aux éditions de l'École des loisirs avait déjà pris son existence, pris racine, eh bien, j'ai pu faire exister Manuela Dreger chez un éditeur non jeunesse, donc les éditions de l'Olivier, où Manuela Dreger a publié 2 livres importants pour le post-exotisme, Herbes et Golems d'une part et 11 rêves de Suie d'autre part. Et par ailleurs, j'ai pu faire exister à part la voix de Lutz Wassmann, qui était déjà apparu en 1998 dans un livre collectif qui s'appelait Le post-exotisme en 10 leçons, leçon 11, et qui est signé par 7 auteurs, dont Lutz Wassmann, qui parle beaucoup à l'intérieur du livre comme étant le porte-parole du post-exotisme, et plus tard aux éditions Verdier, avec un magnifique éditeur, Gérard Bobillet, qui est un ami et dont je regrette la disparition. Grâce à lui, Lutz Wassmann a existé en littérature également chez un excellent éditeur et a aujourd'hui 4 livres publiés. En septembre prochain, son 5e livre va paraître. Donc c'est un écrivain qui a une œuvre publiée chez un éditeur, une œuvre conséquente. Et voilà pour la matérialité des hétéronymes. Maintenant, sur la raison d'être de ces hétéronymes, on le voit, pourquoi cette littérature collective a-t-elle existé de cette manière? Eh bien, c'est expliqué dans ce petit livre qui est le post-exotisme en 10 leçons, leçon 11, qui raconte, qui met en scène le cœur du post-exotisme, qui est la prison, une prison imaginaire dans laquelle une communauté d'anciens guerriers, guerrilleros et guerrilleras, se retrouve pour purger une peine à perpétuité. Dans cette prison où ils sont regroupés, ils deviennent dépressifs, fous, ils échangent des textes de façon orale, de cellule en cellule, et à partir de cet échange de murmures, de pleurs, de plaintes, de revendications, de souvenirs, de réflexions sur l'humanité, sur la défaite révolutionnaire, sur la guerre, sur les atrocités commises au XXe siècle. À partir de cela, de ces fragments, peu à peu, surgissent des livres qui sont rédigés par des voix qui sont plus fortes que d'autres dans ce chœur, et qui sont des voix féminines et masculines, puisque il y a à peu près autant d'hommes et que de femmes dans cette prison imaginaire. Et ces voix plus fortes peuvent donner des livres. Alors, soit les livres signés Volodine, soit des livres
signé Bassman, Manuel Dreger ou Elie Kronauer ou Infernus Johannes, qui seront donc particuliers, puisque chacun aura, donc j'ai parlé de voix forte, chacun a son univers, sa métrique, on pourrait dire, sa poétique, sa manière d'aborder la fiction, ses recherches littéraires. Chacun existe donc dans son domaine littéraire, a sa personnalité littéraire, tout en faisant partie de ce collectif d'écrivains qui partagent la même idéologie, la même culture, qui est une culture de révolution, une culture de guerre, une culture armée et une culture de défaite aussi, puisque leur guerre révolutionnaire a conduit à la défaite, et que, d'une manière générale, ils sont le reflet de la défaite de l'humanisme au XXe siècle. Oui, donc peut-être que le terme de surnarrateur, parce que tu as parlé de voix plus forte à l'instant, est peut-être trompeur aussi, parce que parmi les plusieurs dizaines de surnarrateurs qui existent, enfin qui sont recensés dans le post-exotisme Andy Leçon, il y en a en effet qui sont un peu en retrait, qu'on voit assez peu, mais ils participent tous, en tout cas dans l'univers post-exotique, à la création des textes. C'est-à-dire qu'ils ont tous une part, à un moment donné, en tout cas dans cet univers, à l'élaboration de ce que nous lisons et qui émerge dans la réalité éditoriale française à un moment, n'est-ce pas ? Donc il y a quand même un brouillage là, de la notion classique d'auteur, me semble-t-il, qui est toujours une notion, disons, classificatoire, dans la mesure où à tel nom d'auteur répond une œuvre, ou bien dans le cas de Pessoa, à tel nom d'auteur correspond un aspect de l'œuvre. Dans le post-exotisme, c'est complètement bouleversé cette notion classique de l'auteur. Oui, une de mes intentions, c'est aussi personnellement, donc, de lutter contre cette idée de l'auteur tonnant et dirigeant le monde et créant de façon titanesque un monde littéraire. Cela dit, c'est un peu ce que je fais quand même. Mais j'essaie de faire en sorte que que l'idée d'auteur soit brisée et que soit mise en évidence le plus souvent possible l'idée de collectif d'auteurs, de communauté. Dans les textes même, il est évident que cette espèce de cœur originel ne donne pas une sorte ne donne pas une symphonie ou une cacophonie textuelle qui gênerait la lecture, puisque les auteurs, les signataires des livres reprennent cette cacophonie, reprennent cet ensemble torrentueux de phrases, d'idées, de visions, de rêves qui sont échangés dans la prison et en font quelque chose qui est du roman ou des formes apparentées au roman et spécifiques au post-exotisme, comme les entrevoûtes, les narras, les recueils de narras, les chagas, toute structure inventée qui correspondent à une mise en forme très rigoureuse de ce torrent d'idées et de visions, d'images mise en forme qui est destinée à justement ne pas donner au lecteur quelque chose de brouillé et de confus.
chaque auteur post-exotique, donc, a sa manière de le faire, et en particulier Luz Bassman est l'auteur qui, on pourrait caractériser très rapidement les voix. Luz Bassman est l'auteur qui, tout en reprenant les obsessions des cauchemars du post-exotisme, de la guerre, de l'écrasement de l'humain, de la solitude et de la peur, tout en reprenant tous ces thèmes, et de l'échec bien sûr, va essayer de promouvoir dans ses livres des formes qui lui sont propres, d'une part, comme les entrevoûtes ou les haïkus, puisqu'il y a un roman qui décrit le goulag, qui décrit la prison, le transfert en train et les camps, uniquement en petits poèmes de trois lignes très réguliers que Luz Bassman appelle des haïkus, qui sont évidemment pas des haïkus japonais, mais des haïkus bassmaniens. Et voilà, c'est un exemple d'écrire un roman en haïku, et uniquement en haïku. On trouve dans des livres comme les Danses avec Nathan Golshem, à la fin du livre, une longue liste, il y a des listes, il y a des listes de noms, des listes dans Nathan Golshem, Danse avec Nathan Golshem, une liste de 343 chefs d'inculpation délirants et comiques d'ailleurs, hein, parce que aussi il y a un humour noir particulier, un humour du désastre qui fait partie du post-exotisme, mais que Bassman utilise particulièrement, moi aussi je crois, et on pourrait aussi dire que Manuel Adreguer est un auteur qui va être idéologiquement beaucoup plus nostalgique de l'Union soviétique. On va trouver des premières années de l'Union soviétique, mais aussi de l'atmosphère qu'on trouvait en Union soviétique dans les années 60, 70 et 80. Et c'est une des marques de Manuel Adreguer. On retrouve dans les petits livres pour enfants, enfin pour adolescents, pour adultes aussi, qui mettent en scène un personnage qui s'appelle Bobby Potemkin dans un univers glacé au bord d'un estuaire très beau, mais où ne circule aucun bateau. On a une nostalgie permanente du décor de l'Union soviétique. C'est pour enfants, on n'en parle pas particulièrement, mais sur le quai, il y a un drapeau rouge qui flotte. Voilà. Et puis il y a les personnages errent parmi des ruines, mais il y a une maison de la culture, on imagine une maison des pionniers, enfin, une atmosphère un peu soviétisante. Voilà. Et puis Elie Kronauer aussi, très passionné par la transmission des bilines russes, c'est-à-dire des épopées de la poésie épique russe qui existait sous forme donc de bilines, de chants qui étaient chantés par des aèdes qui s'accompagnaient de harpes et qui mettaient en scène des preux ou des histoires de sorcières, des histoires merveilleuses. Et cela a intrigué et passionné Elie Kronauer, qui a consacré tous ses livres publiés à transmettre ce patrimoine russe
en français en le transformant évidemment complètement à la manière post-exotique, en y introduisant des thématiques post-exotiques et en écartant les thématiques qui sont contraires au post-exotisme, telles que le nationalisme, la religion orthodoxe et l'affirmation grand russe qui a un côté chauvin qui nous déplaît évidemment et que nous ne mettons pas en scène et que nous ne voulons pas transmettre dans des livres. Voilà, donc chaque auteur a sa spécificité et puis, bon, il faut le dire, je ne vais pas parler de moi-même. D'accord. Peut-être que tu veux embrayer sur il vient de parler des haïkus de... Ah oui, d'accord, oui. Bon, je ne suis pas un grand connaisseur de l'univers post-exotique, mais François m'a gentiment invité à participer à ce colloque. Quand même, j'ai accepté volontiers, parce que je commence à un petit peu m'initier à votre univers post-exotique. D'abord, le Japon est vraiment par excellence l'objet de l'exotisme sans poste. Donc ça m'intrigue. Et d'autant plus, justement, le livre dont on va surtout parler, ça c'est des haïkus de prison, donc les haïkus. Donc ma première question, c'est donc cette rencontre un peu inattendue de cette forme traditionnelle, très codée du Japon, et l'univers complètement différent, enfin, carcéral, désespéré, désespérant du goulag. Donc qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre de la forme traditionnelle japonaise et de contenu? Alors bien sûr, la forme d'origine des haïkus n'est pas reprise dans ce que Bassman écrit dans ce livre, Les haïkus de prison. Ce qui est conservé, c'est l'idée de très petites notations, de très petites images allusives qui permettent de reconstruire à partir de très peu de paroles, de mots, de reconstruire toute une image, toute une culture, toute une ambiance, toute une atmosphère. Alors, bien entendu, ce que le haïku japonais, dont je ne suis pas du tout spécialiste, je le dis bien, ce que fait le haïku japonais, c'est renvoyer à toute la culture japonaise, en quelques notations extrêmement brèves. Tout japonais va retrouver sa culture, son monde de référence. Ce qui était intéressant pour Luz Bassman, c'était de faire d'utiliser une technique apparentée, une technique proche, pour faire, avec très peu de notation, très peu de choses précises, de faire passer à un public, alors un public plus général, non pas japonais, mais le public en général, le public des lecteurs, et le public des lecteurs sympathisants, des lecteurs qui connaissent un peu le monde auquel l'auteur fait allusion, c'est-à-dire le monde politique, le monde de la répression politique, le monde soviétique, les camps, puissent permettre, avec très peu de notation, la peinture en quelques mots de tout un univers qui est l'univers concentrationnaire, l'univers de la répression, de la promiscuité dans les prisons, de la promiscuité dans les transferts et de l'horreur, du froid, du travail forcé et de la mort dans les camps sibériens. Alors bien sûr, l'aspect d'origine du haïku japonais qui est
un aspect de tranquillité, de tranquillité et d'union avec la nature et avec une culture de la beauté, évidemment, c'est quelque chose qui est gommé dans les haïkus de prison, bien sûr, puisque l'univers auquel on renvoie est un univers terrible. Mais la technique même du haïku subsiste, je pense, avec bien sûr une technique d'écriture qui ne reprend pas les contraintes du haïku originel, la métrique obligatoire du haïku japonais. On n'a pas ça, mais on a ce qui est respecté, même si finalement c'est un peu abusif d'appeler haïku cela. On conserve l'aspect petit poème en 3 brèves notations et qui se termine aussi par une chute, par quelque chose qui fait intervenir aussi l'humour qu'on trouve dans le haïku aussi. Ouais. Si tu veux, non, c'est là. Si tu veux continuer avec le haïku sur le narrateur, je sais pas, comme tu veux. Oui, en tout cas, il y a quelque chose qui frappe les lecteurs, enfin qui ont frappé vos lecteurs français et qui peuvent frapper aussi vos lecteurs japonais. C'est la force d'une sorte de tropisme asiatique dans votre œuvre. Est-ce que vous seriez d'accord pour valider ce terme de tropisme? Finalement, la toute dernière marge de Lisbonne, vous l'avez un peu indiqué, c'est l'Asie, c'est Macao. Et ce serait peut-être aussi une façon de dépasser l'hétéronymie portugaise de Pessoa. Ça, c'est une interprétation personnelle, mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Très rapidement, dans la formation, ma formation personnelle, c'était une formation culturelle et idéologique qui était en rupture avec la culture officielle européenne et qui était donc déjà tournée vers la Russie au départ, au moment de mon adolescence, même de mon enfance. Mon adolescence, de ma jeunesse, était tournée beaucoup vers la Russie soviétique, vers un autre monde qui était à l'est déjà, vers l'Asie, puisque la Russie soviétique va jusqu'à Vladivostok, va très loin, donc va jusqu'au Pacifique. Il y a un Extrême-Orient soviétique qui me passionnait de toute façon dès le début de ma connaissance, de mon apprentissage de ce qu'était la Russie et de ce qu'était l'URSS. Alors d'abord il y avait cette rupture, cet éloignement de l'Europe. Et ensuite il y a eu la vie tout simplement qui fait que, par exemple, les sports que j'ai pratiqués, c'était pas des sports d'ailleurs, c'était des arts martiaux, des arts de combat et des arts martiaux japonais. J'ai fait donc du kendo, du iaido, du judo, du jujitsu, et c'était une porte ouverte. Alors pour le kendo en particulier, c'était une porte ouverte vers le Japon. Et en commençant à faire du kendo, j'ai commencé à faire du japonais. Et puis le territoire du dojo, le territoire de la pratique pendant
pendant des heures. Chaque semaine, c'était un territoire asiatique, c'était un territoire japonais. Donc je me retrouvais plusieurs fois par semaine, pendant 10-15 ans, dans des petits fragments de Japon. Et ensuite, donc j'ai dit, la vie joue son rôle. Ensuite, j'ai été, au début des années 90, pendant plusieurs années, j'ai accompagné mon épouse qui travaillait à l'université de Macao. J'ai été à Macao, résident, et j'ai été donc en Asie, en Chine, dans une Chine très particulière, puisqu'elle était une Chine assez métissée en raison de la présence portugaise d'une part à Macao, et en raison surtout d'une rupture avec la Chine continentale, rupture relative, mais qui fait que Macao était une terre tout à fait à part dans la Chine, Macao, Hong Kong, et c'est là que je me suis plongé dans l'univers asiatique, qui de toute façon m'avait toujours fasciné, mais qui devenait ma patrie de résidence. Je me sentais extrêmement bien à Macao, j'ai énormément travaillé là-bas, j'y suis retourné pour vivre de nouveau un an ou deux, et l'Asie est présente dans ma biographie, tout simplement, et elle est donc reflétée, en dépit de l'idée que la prison imaginaire dans laquelle vivent les prisonniers et prisonnières post-exotiques, sur-narrateurs et sur-narratrices, cette idée qu'ils sont définitivement et à jamais coupés du monde extérieur, tout ce qui se passe hors les murs surgit chez eux sous forme d'écho simplement. En fait, non. Il existe malgré tout une souplesse littéraire, une souplesse intellectuelle, une souplesse idéologique qui fait que l'apport biographique se retrouve en particulier dans des livres comme Le port intérieur qui se passe à Macao, et dans le livre qui s'appelle Macao, qui a été écrit 20 ans plus tard, qui était une revisite du port intérieur, avec les mêmes personnages, mais devenus en fait des spectres, et une ville devenue fantôme, puisque Macao a été totalement défiguré pour des raisons immobilières, et le vieux Macao des années 90 n'est plus existant, n'est plus visitable. Alors l'Asie a eu cette influence au départ abstraite, une attirance lointaine et normale, liée à mes études, à mes goûts, et ensuite a eu une raison d'être biographique, et d'autre part, il y a eu la découverte très lointaine. J'ai parlé des arts martiaux, mais en même temps, j'ai découvert, et je peux dire nous avons découvert, puisque ça concerne l'ensemble des écrivains post-exotiques, nous avons découvert le Bardo Thodol, c'est-à-dire le livre des morts tibétains, qui a joué un rôle extrêmement important dans l'imagerie post-exotique, et aussi dans les structures, dans la forme, puisque les 49 jours qui sont décrits dans le Bardo Thodol, ces 49 jours qui correspondent au parcours de celui qui vient de décéder, 49 jours de marche dans un monde flottant jusqu'à
renaissance. Et à ces 49 jours correspondent souvent 49 chapitres dans mes histoires. Alors pour reprendre ce que disait le professeur Kenji, c'est vrai que là aussi, dans le Bardo Todol, on voit assez mal comment on peut intégrer le Bardo Todol dans un monde carcéral, totalitaire, de littérature de la clandestinité, de la révolte. Ça n'a absolument rien à voir, mais ce qui a été repris, c'est des aspects, d'une part certains aspects poétiques et d'autre part certaines contraintes, contraintes d'écriture qui sont reprises à la manière post-exotique, mais qui ont une origine qui est fondée dans une littérature mystique ou poétique, orale, très inscrite dans le monde réel. Je reviens les haïkus de prison qui m'a vraiment impressionné. Et là, vous avez tout à l'heure parlé d'une prison imaginaire. Mais quand même, dans ce roman, vous avez appelé ça un roman, il y a quand même des choses, des images très vivantes du vécu, de la réalité. Parce qu'il s'agit quand même du goulag. Et là, je me demande, je suis presque tenté de prononcer un grand mot, cosmopolitanisme. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Bien sûr, ce n'est pas un cosmopolitanisme béat, basé sur l'optimisme, etc. Au contraire, basé plutôt sur l'absolue solitude et l'incommunicabilité extrême. Je dis ça parce que je me souviens d'un livre de recueil poème écrit par un japonais qui a vraiment vécu dans cet univers carcéral de la Sibérie, etc. Mais la description que Luce Massemin a faite sur la prison sibérienne, ça rejoint tout à fait des mélèzes qui tombent. Là, vraiment, il y a des images très très impressionnantes dans le livre. Il y a des projecteurs et l'image d'un grand arbre qui tombe mais qui tue la personne. Là, on trouve presque la même image, sans projecteur, mais quand même dans les écrits d'un poète qui s'appelle Ishihara Yoshiro, qui a donc vécu des années dans la prison de la Sibérie. Il parle de la symbiose solitaire. Donc ce n'est pas la symbiose, mais c'était quand même la symbiose. Et là, ça rejoint un petit peu. Donc c'est pour ça que j'ai voulu quand même d'imaginer un univers postérieur, mais un univers plutôt vécu dans le passé, parce que pour ce poète quand même qui a vécu vraiment cette situation extrêmement solitaire et inhumaine, désespérée. Mais ça m'a fait penser curieusement que justement c'est le régime qui a voulu constituer du cosmopolitanisme avec l'international communiste, etc., a finalement réussi à créer d'une manière complètement aberrante cet univers carcéral où quand même on trouve justement dans vos poèmes, il y a le kirghiz, pashtun, tadjik, tchétchène, tzigane, tatar, kurde, et puis encore d'autres, le vietnamien, le coréen, le japonais, l'allemand, l'italien, etc. Donc qu'est-ce que vous pensez de ce mot cosmopolitanisme? Bon, c'est trop gros mot, mais qu'est-ce que vous pensez? Oui, d'abord, je voudrais dire que la prison imaginaire, c'est le cœur du post-exotisme, et on peut imaginer qu'à partir de là, les prisonniers et prisonnières font une littérature, créent une littérature qui
reflètent leur statut de prisonniers et prisonnières, et par conséquent, ils écrivent très souvent des fragments, ou enfin des livres, qui placent les héros, qui placent les scènes principales, les images, les cauchemars des personnages à l'intérieur d'un univers carcéral, qui est le reflet de leur quotidien. Et cet univers carcéral est soit totalement imaginaire, soit renvoie à une de leurs préoccupations qui est justement l'échec de la Révolution au XXe siècle et la transformation, exactement ce que vous disiez, du rêve soviétique, du rêve révolutionnaire, du rêve communiste, qui devait être la réalisation sur Terre d'une sorte de paradis, la transformation de ce rêve en cauchemar absolu, en répression, en régime totalitaire, en régime de camp, de prison. Et bien sûr, cette rencontre entre l'univers carcéral que vivent les surnarrateurs, les auteurs post-exotiques en amont des livres publiés et qui se reflètent, cette rencontre entre leur réel vécu et le réel vécu au XXe siècle par des millions de gens du peuple la plupart du temps, et rarement de gens du parti, en fait, c'était des gens du peuple, et on le retrouve dans les haïkus de prison, on retrouve également cette préoccupation de parler très précisément de ce qui était la répression en URSS dans les années 30, en 37, en 38, etc. On le retrouve dans un livre qui s'appelle Écrivain, où sont, dans une fiction complète, sont insérées des fiches du NKVD avec les noms de gens qui ont été fusillés un jour, le 27 juin 1937, qui ont été fusillés au même endroit, et les fiches donnant leur nom, leur âge, leur adresse et leur fonction, on voit qu'il s'agit bel et bien de gens du peuple. Très peu sont des ennemis du peuple qu'on pourrait imaginer être je sais pas moi, des intellectuels comploteurs ou des membres de sectes religieuses. Non, c'est des concierges, des ouvriers, des conducteurs de train, des conducteurs de camions, etc. C'est eux qui sont réprimés. Et c'est à partir de cette documentation que les livres qui font apparaître la répression en Union soviétique et qui ne sont pas consacrés à cette répression, mais qui, sauf Haïkus de prison, c'est à partir de documents réels qu'ils sont élaborés. Il y a une recherche qui est dans Écrivain, le roman qui s'appelle Écrivain, c'est l'unique fois où on trouve vraiment du document inséré à l'intérieur du livre. Mais d'autre part, il y a une information à l'origine des textes, qui est une information littéraire et un hommage aux grands écrivains qui ont écrit sur les années 30, sur les camps, les années 30 et la peur sous le stalinisme, la peur de l'arrestation, les écrivains, les cinéastes, et puis les écrivains qui ont écrit sur les camps, Solzhenitsyn, Chalamov, qui font partie donc de nos lectures, de mes lectures, et qui effectivement décrivent en détail, sous forme d'anecdotes ou de portraits,
tableaux, de petits tableaux qui décrivent cet univers effroyable et les projecteurs, les mélèzes, le travail quotidien des forçats est évidemment décrit, et c'est ce qui fait que la littérature post-exotique est une littérature non pas de témoignage comme celle de Chalamov, mais de témoignage, c'est d'hommage aux témoins, d'hommage à ceux qui ont vécu, qui ont pu prendre la parole, et à ceux qui ont vécu et qui sont morts dans les camps. Alors bien sûr, il y a, pour reprendre ce que vous disiez sur l'aspect cosmopolite, c'est une des données de base de nos engagements littéraires, de faire en sorte que la culture qui passe, qui soit transmise au lecteur, à la lectrice, ne soit pas une lecture, ne soit pas une culture portée par un drapeau, une culture chauvine, une culture qui se réclame d'un nationalisme quel qu'il soit, mais une culture de victimes. C'est autre chose, c'est pas les victimes d'une certaine ethnie, c'est la culture, c'est le peuple, la population humaine d'une manière générale a été victime au XXe siècle des horreurs imposées par les régimes totalitaires divers, le nazisme, le stalinisme en particulier, mais il y en a plein d'autres bien sûr, je ne vais pas faire une liste. Et un de nos soucis, c'est donc de toujours affirmer, d'abolir cette parole liée à un drapeau et de faire naître une parole qui soit plus généraliste, plus cosmopolite, plus communiste, en fait, égalitariste, puisque les nations existent, bien sûr, mais ne sont pas porteuses ni de drapeau, ni de mort. Elles sont celles qui reçoivent la mort. Et c'est l'idée principale lorsque ces noms de nations sont donnés, et parfois il y a beaucoup de nations imaginaires dans les livres de Luz Bassman. Il peut y avoir des mentions de peuples imaginaires dans des anges mineurs. Il y a également des mentions de peuples imaginaires. Ce sont le drapeau qu'ils portent, c'est pas du tout un drapeau national, c'est un drapeau de victime. Et nous partageons ce statut. Les écrivains post-exotiques, emprisonnés ou rendant hommage aux victimes ou rendant hommage aux témoignages de l'horreur, sont profondément demandeurs et affirment profondément ce statut qui est justement pas du tout celui de l'écrivain dominateur et qui voit le monde depuis ses nuages. C'est ce statut de victime, d'écrasé, de sous-homme, puisque très souvent les écrivains post-exotiques se réclament de ce statut de Untermensch, sous-homme. Je rappelle, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais ce statut de sous-homme renvoie à cette appellation que les nazis utilisaient pour qualifier les Slaves, les Tziganes et les Juifs, entre autres. Oui, dans la conférence que vous avez donnée à la BNF, que je citais tout à l'heure, il y avait dans les définitions, dans les nombreuses définitions, le post-exotisme comme internationalisme. Donc ça rejoint ce que vous disiez à l'instant. Parce que il y a une culture politique de base à tous ces écrivains emprisonnés, écrivains imaginaires emprisonnés
prison imaginaire, ils ont une culture révolutionnaire qui n'est pas imaginaire et qui est fondée sur l'internationalisme, le combat armé et la lutte anticapitaliste, extrémiste, radicale et jusqu'au boutiste. Alors, on va avancer un petit peu. On vient de parler du nazi qu'on ne doit pas considérer comme quelque chose de compact. Finalement, dans votre Asie, dans votre imaginaire asiatique, il y a pas mal de paysages très divers. On a parlé de Macao qui est assez central, mais il y a aussi la steppe, il y a aussi la forêt vierge, il y a aussi la mégapole labyrinthique. Enfin, bon, il y a beaucoup de paysages divers, ce qui fait que cet imaginaire asiatique est assez plastique finalement. Alors, il y a cet imaginaire, et puis il y a la réalité de votre présence ici à la Villa Fujiyama, enfin ici, là-bas. Donc, je voudrais vous demander quel a été votre parcours jusqu'à cette institution et les raisons pour lesquelles vous y êtes en résidence depuis le mois de janvier. Oui, alors donc je suis résident à la Villa Fujiyama pour 6 mois, de janvier à fin juin. La Villa Fujiyama est une résidence qui accueille des artistes sur projet, sur choix en commission. Il y a 6 artistes qui coexistent en même temps, ou des couples d'artistes, c'est possible, enfin 6 studios dans lesquels travaillent les résidents. Pour venir ici, d'abord mon idée c'était pas, je dois dire, c'était pas la Villa Fujiyama, c'était un séjour au Japon, pour être très franc, et l'occasion formidable qui était offerte, c'était de pouvoir déposer un dossier pour pouvoir être accepté à la Villa Fujiyama, d'être résident là-bas. Dans ce dossier, bien sûr, il y avait un projet, et mon projet était un projet d'écriture, puisque je suis écrivain. Mon projet est de recherche pour... alors le projet s'appelait très généreusement le post-exotisme au Japon. C'est très facile. Donc il y avait deux volets principaux. Le volet 1, un premier volet qui était faire ce que je suis en train de faire en ce moment et que j'ai fait assez largement en allant dans diverses universités du Kansai d'ailleurs, la plupart du temps, non, puis ici aussi. Donc, présenter mon travail, notre travail, le post-exotisme, à un public japonais divers, dans des instituts français ou dans des universités. Alors ça c'est le premier volet, et puis le deuxième volet est un projet qui était présenté de la façon suivante. Il s'agissait, dans le post-exotisme, j'en ai parlé, existe une présence forte du Bardo Thodol, du tantrisme tibétain, du bouddhisme tantrique tibétain dans de nombreux livres et dans l'organisation même des proses post-exotiques depuis une trentaine d'années. C'est présent et ça fait partie vraiment du post-exotisme. Mon idée c'était, alors là encore deux branches. La première branche, de faire entrer le shintoïsme, le shinto, dans un projet d'écriture. Comme j'avais fait rentrer le bardo, le tantrisme tibétain, le bouddhisme,
tibétain dans l'œuvre post-exotique. Ça, c'était la première chose, le Shinto. Et d'autre part, j'avais le projet d'écrire une fiction qui mettrait, donc, puisqu'on est toujours dans un univers carcéral, qui mettrait en scène une prisonnière à l'intérieur d'une prison japonaise, une prisonnière qui serait évidemment pas une prisonnière de droit commun, mais une prisonnière politique qui serait dans une prison japonaise et qui, à partir de là, développerait une fiction qui serait cohérente avec l'univers carcéral japonais. Alors je dois dire que mes recherches pendant ces mois n'ont pas abouti véritablement. D'une part, le Shinto qui m'a été présenté grâce à des contacts, en particulier à Nagoya, que j'ai pu obtenir avec une prêtresse Shinto. J'ai eu d'autres occasions, donc par écrit, d'avoir des réponses à mes questions par une autre prêtresse. On voit d'ailleurs que la féminité joue un rôle extrêmement important dans toutes les créations post-exotiques. J'avais aussi l'intention de poser, pour voir, ce qui m'intéressait, c'était pas tellement de suivre des cérémonies Shinto qui ne sont pas ouvertes la plupart du temps aux gens du commun. C'est pas ça, c'était c'était pas non plus de me renseigner sur le Shinto, ça je l'ai fait par ailleurs de façon scientifique, de façon on peut trouver une documentation sans rencontrer des gens. Je voulais rencontrer des Miko-san pour savoir quel était leur quotidien, comment est-ce qu'elles se comportaient face à leurs tâches à l'intérieur du sanctuaire, comment elles voyaient leur relation au shintoïsme, si c'était simplement pour certaines uniquement un baito, une manière d'arrondir leur fin de mois comme étudiante. Et c'était donc un projet, et c'est difficile à réaliser, les contacts sont difficiles. Donc en fait, j'aurais accumulé beaucoup de renseignements sur le Shinto, mais pas assez, je pense, pour dans 1 an, 2 ans, que l'on retrouve à l'intérieur d'un texte, quel qu'il soit, un texte post-exotique signé par je ne sais qui, de retrouver l'influence du Shinto qui reste quand même beaucoup moins universelle, en dépit des proclamations, beaucoup moins universelle que le bouddhisme, et très japonais. Mon idée c'était d'aller au Japon pour faire rentrer le Japon dans le post-exotisme, parce que jusqu'à présent j'avais jamais osé entrer dans cet univers japonais, sinon par la pratique des arts martiaux, mais c'est très annexe. Et finalement je me rends compte que l'aspect national japonais se heurte un peu à l'écriture cosmopolite des écrivains post-exotiques. Et puis d'autre part sur les prisons, alors je me suis pas mal renseigné sur les prisons japonaises et je sais beaucoup de choses, je savais un petit peu, mais je sais beaucoup de choses maintenant sur le système carcéral japonais et son quotidien pour les droits communs, pour les petites peines, quelles que soient les prisons.
Mais ce qui m'intéressait, c'était de placer dans un univers qui soit cohérent et sans bêtises d'écriture, sans commettre des erreurs dans ma fiction, de placer une prisonnière qui aurait le statut que doivent avoir aujourd'hui dans les prisons japonaises les prisonniers de l'armée rouge japonaise ou les prisonniers de la secte Aum qui doivent être à part dans les prisons, puisque mon idée c'était de placer un personnage très extrémiste. Et j'ai eu des rencontres et des renseignements sur la vie dans le système carcéral japonais au niveau des droits communs, au niveau des condamnés à mort également, mais au niveau de ces prisonniers particuliers, je n'ai pas pu avoir ces renseignements, c'est-à-dire que lorsque j'ai posé la question aux responsables de prison qui avaient eu la gentillesse de me recevoir, c'était des questions auxquelles il me disait je ne peux pas répondre, je ne répondrai pas à cette question. Donc tout ce qui était essentiel pour que j'écrive une fiction, que je construise une fiction, et que surtout pas tellement que je la construise, mais que je l'associe à des détails vécus, je n'ai pas pu le trouver. Alors il reste encore 4 semaines avant mon départ. Tout le monde m'a dit au Japon, c'est au dernier moment que vous avez ce que vous obtenez, c'est au moment où la porte de l'ascenseur se referme qu'on vous explique, qu'on répond à votre question. Je ne crois pas tellement. Et puis les portes de l'ascenseur dans les prisons japonaises, je les pratique assez peu. Oui. Alors bien sûr, à la villa, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup écrit. Je suis dans des conditions idéales pour travailler, des conditions d'isolement, conditions un peu monacales, austères, qui permettent de très bien travailler comme écrivain. Et bien sûr, j'ai beaucoup produit des textes qui certainement contiennent des échos de mon quotidien à la villa, ou de mon quotidien au Japon, où j'ai fait des choix dans des descriptions d'atmosphère qui sans doute sont liées à ma présence et à mon séjour au Japon. Mais si on parle de la réalisation de mon projet d'écriture tel que je l'avais présenté pour être lauréat de la villa, eh bien, pour l'instant, c'est un peu flottant. Bon, en tout cas, il y a une grande continuité dans votre œuvre. Quand vous m'avez parlé de ce projet il y a quelques mois, en insistant plus d'ailleurs sur le côté prison, sur la recherche sur la prison, j'ai été très frappé pour 2 raisons. La première, c'est parce que, bien sûr, cette recherche fait écho à l'ensemble de votre œuvre, et je dirais même plus précisément aux conditions même d'émergence de la littérature post-exotique. On ne peut pas concevoir la littérature post-exotique sans enfermement. Et vous avez rappelé d'ailleurs plusieurs fois, et même encore avec Schwinn récemment, que le post-exotisme était une littérature carcérale. D'abord une littérature carcérale. Donc la communauté dont on parlait tout à l'heure, c'est une communauté enfermée, dans des conditions, vous l'avez dit, de très haute sécurité, avec des conditions très sévères, qui rendent la production d'œuvres très difficile, mais pas impossible. Pas impossible.
Et donc il y a une sorte de paradoxe que je vais vous demander maintenant de peut-être d'éclaircir pour nous, c'est que la prison post-exotique, japonaise ou non, d'ailleurs, est donc extrêmement sévère. Les détenus y vivent quasiment comme des morts, dans un confinement total, et leurs moyens de communiquer entre eux est extrêmement limité. Je me rappelle des textes que vous avez lus à Montréal. Vous avez lu à Montréal des textes où on entendait des prisonniers taper sur des tuyaux, enfin, de façon très rudimentaire, donc une communication très rudimentaire. Et pourtant, le dispositif narratif que vous avez mis en œuvre dans toute dans ces dizaines de livres a pour effet majeur une impression de prolifération créatrice infinie. Alors j'aimerais bien que vous nous éclairiez un peu sur ce paradoxe. D'un côté, des conditions rudimentaires de communication, et de l'autre, une œuvre proliférante. On est dans une littérature de l'imaginaire. C'est les conditions dans lesquelles les prisonniers et les prisonnières imaginaires du post-exotisme produisent les textes ne correspondent pas à une réalité. Donc on n'est pas en train de reprendre à l'extérieur des textes réellement écrits, de façon brute ou pas, par des gens réels. On est dans une construction poétique. Et par conséquent, dans toute construction poétique, toute licence est possible, et par conséquent, cette prolifération est effectivement une prolifération de textes, d'images, de visions, d'histoires, de voix, correspond à un cœur imaginaire, mais très fourni, puisqu'il y a plusieurs dizaines à l'origine théorique du post-exotisme, il y a plusieurs dizaines d'auteurs. Alors, comment cette prolifération, qui peut être transmise de façon rudimentaire, apparaît-elle sous forme de livres bien conçus, bien écrits et achevés, mais qui ne correspondent pas à une sorte d'art brut qu'on trouverait à l'extérieur des murs? Eh bien, là encore, on est dans le cadre d'une transmission imaginaire, puisque on ne peut pas, il n'y a pas de supercherie. Je ne fais pas semblant d'être porte-parole d'une communauté réelle, d'auteurs réels. Il n'y a pas de supercherie. C'est plutôt l'aspect de performance littéraire qui doit l'emporter, plutôt que cette logique impossible qui serait de faire sortir d'une prison des textes aboutis et très colorés et pleins de richesse forestique. Je posais cette question sans malice, parce que vous avez parlé du bardo tout à l'heure comme crucial dans votre dispositif, évidemment, et donc j'essayais je voulais essayer de mettre en relation aussi ce bardo comme l'expression d'une stratégie littéraire, là, vraiment, littéralement, pour vous, pour proprement augmenter la fiction, enfin être toujours en mesure d'augmenter la fiction, même après la mort des personnages, puisqu'il s'agit bien de ça. Donc ça fait partie du même dispositif. Oui, ça fait partie du même dispositif, puisque c'est la même chose. La plupart des romans, pas tous, mais beaucoup de romans, de livres, sont construits autour de l'idée que le personnage principal est décédé et est en train... et le lecteur et la lectrice sont invités à suivre sa progression dans la fiction, mais qui est aussi une progression vers la Renaissance ou vers l'extinction
comme dans Terminus Radieux par exemple, les personnages dès le départ sont irradiés et morts et vivent infiniment longtemps, vivent pendant des siècles dans un état qui organiquement ne correspond à rien, mais poétiquement est une sorte d'infinité de leur parcours et de leur parcours vers l'extinction. Alors bien sûr, là on est, là encore, on n'est pas du tout dans quelque chose de réaliste si on reprend la parole de mort, la parole de mort-vivant. On n'est pas dans la littérature de témoignage de l'après-décès, mais on est comme dans cette littérature de témoignage, comme si on pouvait écrire une littérature pas forcément désespérée, une littérature vivante et avec énormément de développement possible sur des décédés, sur des morts, des mortes, de même que est-ce qu'on peut écrire à partir d'un univers carcéral clos et terriblement sécurisé. Bien sûr, on est dans une licence poétique très grande qui est mise en œuvre au fil des romans, au fil des livres, pour construire quelque chose qui est cette base toujours de écrire après la Révolution, écrire après la défaite, écrire après la mort. Avec la possibilité d'un relais infini de témoins, comme vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire le témoin du témoin, etc. L'impossibilité. La possibilité. La possibilité. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, la possibilité. Alors, il y a une deuxième raison pour laquelle votre projet sur la prison m'avait frappé, qui est un peu moins littéraire d'ailleurs, c'est que la réalité de l'emprisonnement, on a parlé des détails vécus tout à l'heure, avec Keiji, donc cette réalité de l'emprisonnement que vous ne cessez d'explorer depuis les années 80, dont vous ne cessez d'explorer la puissance fictionnante, justement, ne cesse pas, elle aussi, mais à tout autre niveau, je crois, de faire l'actualité, de s'inviter, comme disent les journalistes aujourd'hui, dans l'espace libre de nos sociétés punitives. Alors, bien entendu, il n'est pas question pour moi de réduire la complexité d'une construction littéraire à quelques données statistiques, mais il me semble quand même qu'il y a une sorte de convergence intéressante. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. On a appris, par exemple, récemment, que le nombre, pendant la campagne électorale présidentielle, que le nombre de détenus en France avait dépassé 70 000. Et ce chiffre un peu froid faisait lui-même suite à une série de révélations plus ou moins catastrophistes sur l'état de la prison française, avec une surpopulation exponentielle, et atteignant parfois 200% de densité par cellule, enfin, dans les prisons, dans certaines prisons, donc surpopulation, des conditions très indignes, voire inhumaines de détention, une augmentation du taux de suicide et des violences à l'intérieur de la prison. Et à peu près au même moment, à la fin de l'année 2016, il y a eu un livre paru, un livre de Didier Fassin qui s'appelle « Punir une passion contemporaine », où il est fait état d'une augmentation constante depuis les années 70, cette fois de la population carcérale mondiale. C'est-à-dire que dans tous les pays, sauf rare exception, cette augmentation est vraiment très réelle et parfois exponentielle. C'est aussi un livre très intéressant sur le sens de la peine. Bon. Je mentionne cet essai important parce qu'il illustre l'une
des nombreuses branches de la sociologie, d'une sociologie des prisons, qui est de plus en plus active depuis les travaux pionniers de Michel Foucault. Alors, la question est simple en même temps, est-ce que c'est une coïncidence ou bien est-ce que le post-exotisme reflète aussi cette réalité-là? On parle des prisons, là, vous avez parlé des prisons, mais dans tous les textes post-exotiques, il est question des prisons, mais il est question des camps également. Et il faut bien dire que si la population carcérale, les prisonniers condamnés par la justice ou en attente de condamnation a augmenté sur la planète, il y a quelque chose qui a augmenté de façon exponentielle, c'est les camps. Les camps qui sont la honte du XXe siècle, les camps de la mort nazis, les camps de travail en Union soviétique, les camps de travail en Union soviétique, en Chine et partout. Et puis, il y a les camps de réfugiés, les camps absolument surpeuplés. Pensons au Liban, c'est le Liban par exemple, où un tiers, je crois, de la population actuelle du nombre d'habitants se trouve dans des camps de réfugiés, des camps de... Je dis peut-être une bêtise au niveau statistique, mais enfin c'est une idée, c'est des centaines de milliers de gens déplacés, réfugiés. Les camps couvrent une partie importante de l'Europe maintenant. Alors cette réalité des camps qui est un fantasme du post-exotisme depuis extrêmement longtemps, parce qu'il s'appuyait sur l'histoire du XXe siècle et ses cauchemars, est totalement d'actualité aujourd'hui, avec certes la multiplication de la population en prison, mais surtout, je pense, avec la multiplication par millions et dizaines de millions de gens qui vivent dans des conditions effroyables, dans des camps en Afrique, en Europe, partout. Et je ne veux pas dire qu'il y a une prophétie du post-exotisme, parce que cette réalité des camps, cette augmentation des camps correspond à quelque chose qui avait été dit dans les textes, dans différents textes post-exotiques, bien avant cette multiplication. Il y a également un autre aspect, pas prophétique, mais enfin une des obsessions de la prose post-exotique, c'est les guerres civiles, les guerres civiles ethniques, les nettoyages ethniques et les guerres civiles, et des situations comme ce qui se passe en Syrie par exemple, sont des situations qui étaient finalement décrites dans certains paysages et certaines scènes des années 90 ou des débuts des années 2000 dans nos textes. Voilà. Donc je ne veux pas parler de prophétie, mais simplement la réflexion sur la défaite de l'humanisme au XXe siècle, qui est une des raisons d'être de la prise de parole des prisonniers et prisonnières post-exotiques, ce constat de défaite au XXe siècle se poursuit totalement au XXIe siècle et s'approfondit avec des variantes toutes plus atroces les unes que les autres, et je pense que
cette manière d'aborder la lecture du monde qu'on nous a reproché pendant très longtemps. Vous êtes très pessimiste, vous êtes trop pessimiste, l'humanité va vers le mieux, va vers le meilleur, pourquoi parler de ces malheurs qui sont passés, l'avenir est rose, etc. Non, nous n'avons pas du tout cette lecture de l'humanité pour le passé et pour l'avenir. C'est pour ça que par exemple, dans de nombreux textes, l'humanité non seulement a dépéri, mais est en voie d'extinction ou s'est éteinte. Parce que je pense que c'est vers cela que nous allons, mais pour l'instant, ça se passe dans la douleur. Voilà. Oui. Le pessimisme, oui, enfin, en effet, c'est la lecture du post-exotisme. Moi, j'ai posé cette question sur la prison. Enfin, je suis intervenu sur ce sujet parce que vous avez parlé tout à l'heure, vous avez insisté sur le fait que c'était les gens du peuple qui étaient réprimés et pas ceux qui avaient le pouvoir. Donc, il y a ceux qui ont le pouvoir de réprimer et ceux qui sont réprimés par les gens qui ont le pouvoir. Dans les textes qu'on peut lire, des textes scientifiques sur la prison, sur les recherches, sur l'historique ou sociologique, ou sur la réflexion philosophique sur la prison, il est bien clair que la majorité des gens qui sont détenus partout dans le monde sont des gens qui, en effet, font partie des gens les plus démunis. Et c'est tout à fait net dans les statistiques. Et même il y a, chez Michel Foucault par exemple, l'idée que le système pénitentiaire est un produit de l'émergence du libéralisme à la fin du XVIIIe siècle, justement, et il fallait enfermer les gens qui ne se coulaient pas dans le moule économique et social de l'époque, enfin, qui commençait à s'imposer à l'époque. Donc c'était, je pense que toutes ces choses qui sont finalement très contemporaines et qu'on entend de loin en loin chaque année, vous savez, on nous parle de l'état catastrophique des prisons, mais rien n'est fait. C'est peut-être le moteur ou l'aliment de votre pessimisme, mais je crois qu'il y a des recoupements possibles avec les constats que votre fiction nous amène à faire aussi. Oui, pour le pessimisme, je voudrais ajouter une petite note joyeuse, c'est qu'en fait, même si la vision de l'humain n'est pas très très favorable et pessimiste, même si la vision de l'histoire n'est pas optimiste, il y a dans toutes les fictions, dans la plupart de nos fictions, un aspect que je trouve très, très optimiste et qui est que, alors, les personnages, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs mésaventures, leurs aventures et leur détresse, les personnages peuvent mourir, mais après avoir été tués ou après la mort, ils continuent à exister comme personnages ou comme créatures organiquement vivantes. Et il y a toute une catégorie de personnages dans mes livres, dans nos livres, qui est en fait ni morte ni vivante et qui continue à exister en dépit des catastrophes, des désastres, de l'horreur, mais également en dépit de la mort. Et ça, c'est un aspect, je pense, presque joyeux de notre production, qui fait que on ne meurt pas, on continue à exister quoi qu'il arrive. Alors,
ce qui se passe après la mort n'est pas plus joyeux que ce qui se passe avant, mais le moi et la personnalité continue à subsister avec certes des modifications, peut-être un certain ralentissement des fonctions mentales, etc. Mais la vie continue. Et cet aspect-là est, à mon avis, important à souligner parce que ça contredit l'aspect noir et pessimiste qu'on peut mettre en évidence trop facilement dans nos textes. La vie continue et l'entretien continue, mais avec le public. À partir de maintenant, mais j'ajoute une chose très importante, c'est qu'à midi, et non pas à minuit, au 12e coup de minuit, mais au 12e coup de midi, l'entretien prendra fin car Antoine Volodine doit prendre l'avion. Et donc, voilà. Alors s'il y a des questions, oui, là-bas. J'ai fermé là. Il y en a autre. Naosalada, l'université Rikyo. Je vous remercie tout d'abord votre intervention, tous ces éclairages, tous ces éclaircissements sur votre travail. Et je vais faire juste deux commentaires et deux questions. Tout d'abord sur la question de l'hétéronymie. Je suis traducteur de Fernando Pessoa en japonais et donc cette idée de hétéronymie m'intéresse beaucoup et comme tout à l'heure François Misset a bien souligné, je crois que quand même votre approche est assez différente donc de Pessoa, parce que chez Pessoa tous ces hétéronymes comme Ricardo Reich, etc., ce sont des gens vraiment hors de la personnalité de Pessoa. Alors que chez vous, j'ai l'impression que c'est plutôt la question de signature est très importante et aussi de personnalité, mais quand même, j'ai l'impression que c'est vous-même qui dirige un peu plusieurs... qui dispose plusieurs rôles à ces auteurs, hétéronymiques. Alors donc ma question est la suivante. Est-ce que si chez Pessoa la question d'hétéronymie est plutôt le cas pathologique, chez nous c'est plutôt stratégique dans le cadre de l'institution littéraire et commerciale et de distribution. Voilà, c'est ma question. Ma première question. Je vais peut-être répondre tout de suite. Alors, pathologique, je ne sais pas. Peut-être que c'est pathologique pour moi. Je crois quand même que je maîtrise les choses à peu près comme il faut. Mais effectivement, la différence est considérable dans la mesure où, pour deux raisons. D'abord, les hétéronymes de Pessoa sont en contradiction les uns avec les autres, polémiques, et ça crée quelque chose qui est un débat, une confrontation entre auteurs individus. Ce n'est pas le cas dans le post-exotisme, puisque tous les auteurs qui prennent la parole ont la même expérience et se rejoignent dans une même idéologie, dans les mêmes croyances, une même foi, une même lecture de l'histoire et de l'humanité. Ça, c'est une des grosses différences, énormes différences. Et puis, il y a une autre différence, c'est que Pessoa a eu la possibilité, à son époque, de créer son petit théâtre de façon intime et sans intervention de l'extérieur,
pour ce qui concerne le post-exotisme et ma présence ici, par exemple, c'est que je suis porte-parole de plusieurs auteurs et je dois assumer cela publiquement, médiatiquement, en face des journalistes, des questions, des chercheurs, ce que Soa, pour son bonheur, n'a pas eu à faire. Je comprends très bien, merci. Alors, enfin, un petit commentaire sur la question de haïku. Là, donc, enfin, j'aimerais bien vous rappeler tout simplement que donc, le haïku, c'est un, comment dirais-je, genre tout à fait moderne. Et donc, avant haïku, il y avait ce qu'on appelait haikai, ce qui était donc à l'époque plutôt un ouvrage collectif, c'est-à-dire on ne faisait pas donc le haïku de manière individuelle, mais c'était donc des poèmes enchaînés, ce qu'on appelle des dengas, etc., et qui a été faite donc dans une communauté et d'une manière, donc une production collective. Et ce qui était très important, et donc les membres donc, de cette communauté partageaient parfaitement donc, la culture, mais aussi donc, ses connaissances littéraires, etc. Et d'où venait justement donc, cette capacité de mettre dans un poème très court, mais parce qu'on partageait plus ou moins donc, les choses. Et cela, je crois que ça rejoint un peu ce que vous avez évoqué tout au début donc, de votre intervention, c'est la question donc, de communauté, collectivité et une sorte d'anonymat justement donc, dans le travail littéraire avant donc, la modernité, etc. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques... je ne dirais pas similitude, mais quelque chose qui ressemble un petit peu. Voilà, ça c'est un petit commentaire. Alors, par l'ignorance, Luz Bassman aurait dû écrire un haikai de prison. Voilà, c'est ça, en quelque sorte, parce que justement c'est une sorte de... La prochaine édition, Et donc voilà, ma deuxième question, c'est aussi sur la question donc, de l'univers de prison. Et là, moi, il me semble, mon impression, c'est le prison, c'est un univers où l'individu est réduit dans un état d'anonymat, en quelque sorte, au moins pour le regard extérieur, tout le monde est privé donc de sa personnalité, etc. Et je crois que c'est d'ailleurs pour cela votre travail est très intéressant, parce que chaque témoignage essaye donc de regagner donc sa propre personnalité et cette humanité pour ressortir de l'anonymat. Et donc au-delà, je crois que vous avez beaucoup visité donc les prisons un peu partout, et peut-être au Japon. Ce que je voulais savoir, c'est que est-ce que vous avez trouvé une particularité donc, des prisons japonaises par rapport donc, à d'autres prisons que vous avez visitées? Voilà. Mes visites ont été des visites par la documentation, plus que réelles pour la plupart. Les prisons japonaises sont beaucoup plus sévères qu'ailleurs dans le reste du monde, je pense. Je crois que le quotidien d'un prisonnier de droit commun n'a rien à voir avec le quotidien d'un prisonnier en France, par exemple. Le cadre est très différent. François Lisset a raconté qu'en France, par exemple, il y avait énormément de problèmes de salubrité, de surpeuplement. Je pense que ce n'est pas du tout le cas dans les prisons japonaises, qui me semble être très clean, très correct à ce niveau-là, mais au niveau du quotidien, c'est extrêmement différent. Parce que le quotidien, de ce que j'ai compris, des prisons japonaises, est très militarisé, avec
une discipline vraiment à la minute près, très minutée, un travail obligatoire, ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres prisons du monde. Voilà. L'idée étant de reformater ceux qui sont sortis du système pour qu'ils retrouvent le système discipliné qui existe au Japon aussi, alors que dans les prisons européennes ou dans les prisons françaises par exemple, les prisonniers sont simplement enfermés en attendant la fin de leur peine et attendent dans l'oisiveté souvent, la promiscuité et sans, on va dire, sans projet personnel ni collectif. C'est extrêmement différent comme conception de la prison. Enfin, je ne suis pas capable de répondre de façon sensée, argumentée sur une comparaison entre les prisons. Ce que je peux dire simplement, c'est que les prisons japonaises m'ont beaucoup impressionné. Voilà. Et que je ne conseille à personne d'y rentrer. Merci. Oui. On a encore 9 minutes. Levez la main, s'il vous plaît. Une question ? Oui, là. すいません、お先に失礼します。Aya Umi-sama, maître de conférence à l'université de Toyama. Je travaille sur la description des prisons dans la littérature française. Et ma question est très simple. En France, il y a des écrivains qui ont vécu en prison. Par exemple, Vidocq, Lassner, Marie Capelle et Jean Genet. Qu'en pensez-vous de ces écrivains qui ont des expériences carcérales? C'est une question extrêmement vaste et il faudrait reprendre toute la littérature pour répondre à cela. Je suis extrêmement sensible aux témoignages qu'apportent des gens qui savent écrire sur leur expérience, bien sûr, et c'est quelque chose qui est une base sur laquelle se crée mon idée de ce qui se passe dans la tête d'un prisonnier ou d'une prisonnière, mais les références de prison que j'ai en tête, que nous avons en tête, ne passent pas du tout par les prisons françaises. C'est soit les prisons russes, soviétiques, des années 30, 40, 50 et 60, telles que j'ai pu les connaître, évidemment pas directement, mais par les témoignages. Et d'autre part, ça concerne aussi beaucoup les prisons, et en particulier la prison allemande, en particulier la prison de Stammheim en Allemagne, où étaient enfermés les militants et dirigeants de la Rote Armee Fraktion, de la fraction armée rouge, de la dite bande à Baden-Meinhof, et où ils ont pu pendant des mois et longtemps échanger entre eux parce qu'ils étaient dans un étage particulier, et c'est un peu à partir de cette expérience-là, ils avaient la possibilité de se retrouver, ils étaient 4 ou 5, de se retrouver dans l'étage pendant quelques heures, d'échanger, de discuter, et c'est à partir plus de cet exemple-là de prison assez particulière, tout à fait exceptionnelle, que j'ai pu inventer
certains aspects des prisons imaginaires qu'on trouve dans nos livres. Merci beaucoup. Voilà, on va... Oui, je passe la parole. Oui, mais juste une toute dernière question et très courte de M. Tsukamoto. Tsukamoto de l'Université de Tokyo. Je remercie beaucoup M. Antoine Volodine de cet éclaircissement pénétrant. Et vous avez donc abordé d'une manière tout à fait différente que celle de Georges Perec ou de Patrick Modiano, de raconter ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans l'histoire du XXe siècle, ou même ce qui se passe actuellement. Mais pour bien comprendre votre univers imaginaire, il me paraît comprendre. Il faut d'abord bien comprendre votre conception un peu spécifique sur la mémoire. D'après ce que j'ai compris, pour vous, la mémoire, le souvenir, c'est surtout la sensation des autres, construite à partir de plusieurs voix. Et je me demande, qu'est-ce qui donne le sentiment de la réalité à cette sensation des autres? Souvenir en tant que sensation des autres. C'est reproduire à l'intérieur des textes ce qui a été vécu par d'autres. Ce qui a été vécu par d'autres et qui est transmis par des textes. Si les textes sont puissants, ils transmettent des images. Ça a été transmis également par l'image, par le cinéma, parce que, évidemment, on a parlé uniquement de l'influence de littérature et d'aspects littéraires, mais dans la mémoire, pour reprendre ce que vous venez de dire, dans la mémoire, il y a beaucoup d'images et nous avons placé dans nos textes une mémoire photographique, une mémoire cinématographique très importante qui se construit à partir de notre propre projection imagée venue de l'inconscient, notre propre connaissance de l'image venue des textes littéraires ou journalistiques sur l'actualité, sur le passé, mais aussi énormément par le cinéma, et pas seulement par le cinéma documentaire, mais par le cinéma de fiction, parce que le cinéma de fiction crée une mémoire qui n'est pas justement individualisée, qui est une mémoire collective, qui se partage facilement entre auteurs, narrateurs, lecteurs et lectrices, qui est cette connaissance commune que nous avons, qui fait partie de notre mémoire commune, de l'histoire, de ce qu'est la guerre, de ce que sont les sensations de la guerre, de l'enfermement, de la solitude, dans le cadre de fiction cinématographique qui sont assez puissantes pour être partagées entre nous. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé ces 2 heures avec nous et avec vous, Antoine Volodine. Je sais que vous êtes un peu stressé à l'idée de prendre l'avion, mais c'est pour la bonne cause, puisque tous ces écrivains dont nous venons de parler vont être primés par le prix Albertine, comment dit-on? Albertine Prize. D'accord. Je ne rivaliserai pas avec cet accent impeccable. Et donc je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.